Stéphane, tu es comportementaliste émotionnel transgénérationnel. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste? Tout à fait. Moi je vais utiliser la méthode Jade-Collin. Au niveau transgénérationnel, il y a beaucoup de méthodes qui peuvent exister. Je pense notamment à la constellation familiale, etc. Moi, c'est vraiment une méthode spécifique. Donc, c'est Jade-Collin qui l'a créée, qui a mis en place tous ces protocoles. Ça sert exactement à pouvoir cibler ce qui nous a été légué de par nos ancêtres en termes d'émotions négatives. Le but de ces séances-là, c'est vraiment que la personne vienne là et qu'on la libère et qu'on l'apaise de ce qui ne lui appartient pas au final. D'où le terme transgénérationnel, donc pour pouvoir aller libérer les mémoires qui lui ont été léguées. Est-ce que ça existe vraiment ou il s'agit plutôt d'une croyance? Alors oui, non, effectivement, c'est réel parce que du coup, chaque personne vit les émotions, matin, midi et soir. Une émotion, ça chamboule une personne. Ça, autant positif que négatif, ça peut chambouler. Moi, le but, c'est de la trouver pour la libérer et pour l'apaiser. Ça a été aussi prouvé scientifiquement de par les études qui ont été faites sur ça. Les émotions que nos ancêtres ont vécues peuvent être léguées à certaines personnes et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui viennent qui ne comprennent pas forcément leur comportement, pourquoi ils agissent comme ça dans telle situation. Et c'est vrai que savoir ça, du coup, elles repartent avec un savoir sur leur famille, sur leur transmission, ce qui leur a été légué. Du coup, ça permet aussi à la personne de mieux comprendre, à tel moment, c'est peut-être pas ma façon à moi d'agir, mais du coup, je comprends d'où ça vient. Quelle méthode tu vas utiliser pour identifier une mémoire? Qu'est-ce qui te fait dire que là, par exemple, il y a un problème? Du coup, je vais utiliser le test réflexe musculaire. Donc, c'est-à-dire que c'est pas la personne directement qui va me parler de sa vie ou quoi que ce soit. Moi, je vais seulement demander à la personne de tendre les bras. Moi, je vais poser des questions en fait en mettant une pression au niveau des poignets. Et en fait, je vais interroger le corps, les mémoires, etc. Et du coup, ça va me répondre. À partir de là, je vais commencer à écrire et tout ce que la personne m'a donné, je vais lui retranscrire après à l'oral pour qu'elle puisse comprendre ce qu'elle vit intérieurement. Comment ça se déroule une séance quand on vient te voir? C'est un protocole à 3 séances. Il faut 3 séances minimum pour que tout soit traité dans le transgénérationnel. Donc là, la première séance, on va aller voir un premier couloir. Soit le couloir de papa, soit le couloir de maman. Donc avec le test réflexe, je vais commencer par déterminer une émotion objective de la séance. Sur quoi on va travailler, sur quelle émotion on va travailler. Et à partir de là, je vais commencer avec toujours le test réflexe musculaire à chercher les âges avec des émotions qui sont reliées pour pouvoir ensuite discuter et échanger avec la personne sur ce qu'elle a pu vivre à ce moment-là, si elle souhaite en parler ou pas, ça reste une possibilité. On va trouver les âges, différents âges avec les émotions. Et après, il y aura une deuxième partie où là, ce sera essentiellement que du transgénérationnel. Donc là, je vais aller voir ce que papa et maman ont légué et ensuite, je vais descendre jusqu'à la 3e génération, donc les grands-parents et les arrière-grands-parents, voir ce que ces personnes-là ont donné et ont légué aux personnes qui viennent me consulter. En fait, la première séance, on va dans un couloir spécifique, papa ou maman. La deuxième, on va dans l'autre couloir. Et la dernière séance, c'est la séance des parents. Donc là, on va faire les deux. Et du coup, dans les 3 situations, il y a du transgénérationnel et il y a la technique d'aller voir les âges, etc., etc. À quel point tu arrives à être précis sur l'âge? Après, ça peut varier d'un an à l'autre, mais après, généralement, ça reste très précis. C'est vraiment, si je te dis à 24 ans, tu as eu telle émotion, c'est qu'à 24 ans, tu as eu telle émotion. Et tu arrives à dire quelle émotion a été vécue? Le seul truc que je ne vais pas pouvoir dire, c'est le contexte. Je suis pas voyant. Oui, bien sûr. C'est pour ça aussi que je laisse libre choix à la personne de pouvoir me dire aussi ce qu'elle a pu vivre, qu'on puisse en discuter, c'est aussi un échange. Je suis là pour la personne, je suis là pour qu'elle se sente en sécurité et en totale confiance avec moi. Les mémoires, elles se transmettent de quelle génération à quelle génération? Alors, c'est un peu le jeu de la loterie, dans le sens où, par exemple, ma grand-mère m'a donné telle émotion, mais elle a pu donner notre émotion à mon frère ou à ma mère. Voilà. C'est vraiment, on est tous issus en fait de nos ancêtres, donc on porte forcément des choses de ces personnes-là. Mais du coup, c'est vraiment le jeu de la loterie, on n'a pas forcément les mêmes choses. Comment peut-on porter les mémoires de son grand-père, sachant que notre père, par exemple, n'a pas du tout ces mémoires-là? Du coup, ça s'explique aussi très scientifiquement. Par exemple, lorsqu'une maman donne naissance à un enfant, cet enfant, imaginons, il peut avoir les yeux bleus. À partir de là, on peut voir que papa et maman n'ont pas ces yeux. On se rend compte que, il y a un ancêtre qui effectivement portait ce gène. Et en fait, ça a sauté une génération pour venir s'implanter dans l'autre génération. Donc en fait, les émotions, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elles peuvent sauter des générations. Par exemple, une personne qui va porter du je m'oublie, donc c'est une personne qui va s'oublier auprès d'autrui. Donc elle va
totalement s'effacer, elle va faire beaucoup pour les autres. On va prendre le grand-père qui fonctionne comme ça. Le grand-père porte ce je m'oublie, donc c'est une personne qui va être très altruiste, qui va beaucoup aider, beaucoup donner. Lorsque son enfant va venir au monde et qui va grandir dans ce milieu-là, il peut voir que son papa, à force de trop donner, ça va le conditionner aussi et il peut potentiellement prendre le contre-pied de cette émotion-là. Le contre-pied, donc l'inverse du je m'oublie. On entend souvent les jeunes adultes dire je veux pas agir comme ça, je veux pas agir comme mon père, je veux pas agir comme ma mère. Et bien en fait c'est aussi prendre le contre-pied de cette émotion-là. Donc c'est-à-dire que son enfant, au lieu d'aller s'oublier et faire comme son papa, lui il va être un peu plus égoïste. Donc c'est-à-dire qu'il va penser à lui. Je dis pas que c'est quelque chose de négatif bien sûr, mais du coup il va être vachement plus vers lui-même. Ce papa, lorsqu'il va donner naissance à un autre enfant, cet enfant va porter peut-être le je m'oublie du papy. Sauf que lui il va le vivre ce je m'oublie. Mais entre-temps il y a le papa qui le porte pas. Parce que du coup, il a pris le contre-pied de cette émotion. Et du coup, ça va créer aussi un écart entre ces deux personnes. Est-ce qu'on se transmet les mémoires par l'ADN ou c'est plus complexe que ça? Alors déjà, donc là, on rentre dans un sujet totalement scientifique. On parle de l'ADN, donc je vais pas forcément plonger dans ça. Je ne suis pas scientifique, j'ai pas de diplôme dans la science ou quoi que ce soit. Donc je pourrais jamais t'affirmer que effectivement ça s'inscrit dans l'ADN. Maintenant, d'après des recherches et des études qui ont été portées, effectivement, il peut y avoir des modifications épigénétiques. Donc en fait, ça va pas forcément s'inscrire dans l'ADN, mais tout ce qui va être l'environnement autour de soi peut jouer un rôle dans l'expression des gènes, d'où ce terme-là. Et du coup, c'est ces choses-là qui vont se transmettre de génération en génération. Donc du coup, par rapport à ça, à l'épigénétique, il y a 2 études qui ont été portées. Il y en a une en 2016 auprès de personnes qui ont vécu la Shoah. Donc en fait, ils ont pris des mamans et ils ont fait des études un petit peu sur leurs enfants. Et en fait, ils se sont rendus compte que effectivement, ils présentaient des modifications épigénétiques et qui étaient reliées au gène du stress. Donc ça, c'était en 2016. Et pareil, il y a une autre étude aussi aux Pays-Bas qui a été portée sur des personnes qui ont connu la famine. En fait, ils ont suivi une maman qui a connu la famine, qui a subi cette chose-là. Ils ont vu que l'enfant portait une modification épigénétique qui était reliée à ça et du coup qui pouvait créer aussi derrière des problèmes au niveau du métabolisme et avec du stress et qui était capable aussi de pouvoir avoir, enfin de générer plutôt plus de maladies que certaines autres personnes. Donc ton but c'est de retrouver qui a transmis quoi à qui, mais à quoi ça sert de le savoir? Est-ce que ça aide à se libérer? Ça aide dans la libération, oui. Et pourquoi? C'est parce que aussi ça permet à la personne de conscientiser ce qui a été inconscientisé. Ça permet aussi à la personne de comprendre le comportement de sa famille, de comprendre pourquoi ils ont agi comme ça, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi il y a eu tel comportement, pourquoi il y a eu telle situation. Et donc du coup, c'est aussi permettre à la personne de mieux connaître sa famille au niveau émotionnel et de mieux se comprendre soi-même parce que c'est des émotions qui lui ont été léguées. Il y a des personnes qui ne comprennent pas leur comportement, il y a des personnes qui agissent, elles ne comprennent pas pourquoi elles agissent comme ça. Une personne qui est très colérique, qui n'a pas forcément de véritable nécessité à se mettre dans cette colère-là, il y a des choses peut-être transgénérationnelles aussi à traiter. Le fait d'enlever cette colère-là, le fait de lui dire que ça vient de cette personne-là, tout peut se comprendre et tout peut se libérer vis-à-vis de ça aussi. Est-ce que des fois ça n'a pas l'effet inverse? Par exemple, est-ce que ça ne va pas perturber la personne encore plus? Dans la méthode, ça ne perturbe pas. Ça reste quelque chose qui va être très bénéfique pour la personne, qui va venir vraiment apaiser et libérer. Maintenant, perturber, c'est un grand mot. Je pense un peu secouer, mais c'est surtout au niveau de la connaissance, justement. C'est-à-dire qu'apporter certaines connaissances, surtout que, comme j'ai dit précédemment, je vais dans des points qui vont être très ciblés. Donc il va y avoir des âges très spécifiques, il va y avoir des émotions spécifiques. Et c'est vrai que ça, pour certaines personnes, ça peut un peu les freiner parce que du coup, elles ont aussi peut-être une peur de revivre certaines situations qu'elles ont vécues et qu'elles n'ont pas voulu revivre. Mais aussi, voilà, c'est tout ce contexte-là, ça reste des séances qui sont quand même assez enrichissantes et il y a beaucoup d'informations durant ces séances-là. Et c'est peut-être ça aussi qui va venir plus perturber vraiment entre guillemets la personne. Mais en soi, la méthode, elle apporte que du bénéfique. Pourquoi les gens viennent te consulter en général? Il y a beaucoup de raisons en soi, parce qu'elle n'est pas bien, parce qu'elle comprend pas, parce qu'elle a des blocages dans sa vie qui peuvent être affectifs, professionnels, elle n'arrive pas à avancer, tous ces trucs-là, même des personnes qui sont dans l'introspection, qui veulent apprendre juste à se connaître, à connaître ses mémoires émotionnelles, etc. Donc c'est vrai que le fait de mettre un mot sur ça et de mettre des pratiques sur ça, ça permet aussi aux personnes de pouvoir avoir cette connaissance-là et pouvoir venir demander des renseignements sur leur agissement, leur comportement, qu'est-ce qui a été légué, pourquoi, comment. C'est vraiment tout ce truc-là en fait qui va faire que la personne va venir me consulter. Est-ce que ça t'est déjà arrivé
qu'une personne vienne te voir si tu as une problématique et que toi tu te retrouves à lui dire ben en fait je trouve pas, je vois pas. Non, jamais. Il y a toujours quelque chose. Jamais, oui. Mais comme dit précédemment aussi, c'est-à-dire qu'on tient tous de nos ancêtres, donc on porte tous des choses. Donc à partir du moment où on porte tous des choses au niveau émotionnel, on trouve des choses. Donc même une personne qui peut être cartésienne, même une personne qui n'y croit pas, même une personne qui dit qu'elle n'a pas de problème dans sa vie, on va trouver des choses. Parce qu'il y a des choses à corriger, il y a des choses à libérer. Quelle autre problématique tu peux traiter avec ta pratique? Problème de poids, anxiété, boulimie. Tout ce qui va être aussi accompagnement dans les pathologies. Des personnes qui présentent une fibromyalgie, une maladie, une pathologie, on peut l'accompagner. Donc on a des trames spécifiques pour ça, pour pouvoir l'apaiser au maximum. Tout ce qui va être les addictions, donc toutes les addictions. Drogue, alcool, sexe, etc. L'autre jour, je t'ai demandé si c'était quelque chose de scientifiquement prouvé et tu m'as parlé de l'exemple des souris. Est-ce que tu peux raconter l'expérience? Tout à fait. Donc du coup, il y a eu des études qui ont été faites sur des souris. Alors je ne saurais pas te dire l'année. En tout cas, des études qui ont été publiées dans Le Monde. Les scientifiques ont pris une souris mâle et une souris femelle. Et le but de cette expérience-là, c'est de voir si effectivement ça s'inscrivait dans l'ADN, ça s'inscrivait dans l'épigénétique. Le but de cette expérience-là, c'était de mettre une sorte de bracelet un peu électronique aux pattes des souris mâles. À chaque fois qu'ils mettaient une odeur particulière, ils mettaient une petite décharge électrique au niveau de sa patte. Après ça, ils ont fait accoupler les souris et ils ont regardé le comportement qu'avait leur enfant. Et en fait, ils se sont rendus compte que l'enfant des souris, dès qu'il y avait l'odeur similaire à ce qui avait été mis pour leur papa, il y avait justement ce pic de stress et cette peur qui remontait, alors qu'eux n'avaient pas forcément vécu le traumatisme d'avoir été électrocutés au niveau de la patte. Et c'est là en fait qu'ils se sont rendus compte que oui, il y a des transmissions, que c'est explicable scientifiquement, et du coup ça a été prouvé par rapport à ça. Est-ce que tu as pu convaincre des gens qui étaient réfractaires à ce genre de choses? Je ne veux pas parler de convaincre, parce qu'on n'est pas là pour convaincre. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement ça peut surprendre certaines personnes, surtout de par la précision de la méthode. Donc comme dit précédemment, on va vraiment taper dans certaines choses qui peuvent être un peu douloureuses pour certaines personnes. Et c'est ça plus qui va être un peu surprenant de se dire mais comment il a eu l'info? Moi à chaque fin de séance, j'ai 80% des consultants qui viennent me voir, qui me disent mais je peux te poser une question? Je dis oui. Ils me disent mais tu fais comment pour trouver ça? Donc du coup, je leur explique le test réflexe musculaire et que voilà, j'ai pas de don, moi c'est pas du tout dans ces trucs-là. Donc oui, effectivement, ça peut surprendre. De là à convaincre, on n'est pas là pour ça, quoi. Mon frère est très cartésien. Il croit que ce qu'il voit et c'est comme ça. Et on a mis, je crois, un peu plus de 5 ans à lui faire prendre rendez-vous pour une séance. Et du coup, il a fait les 3 séances. À la fin de ces 3 séances-là, de lui-même, il dit qu'il était plus apaisé. Donc il dira quand même, je sais pas si ça vient de là, voilà, parce que bon, on sait jamais, hein, voilà, mais beaucoup plus apaisé, et même lui, il le ressent, et même nous, on le voit, quoi. Est-ce que tu peux peut-être détailler un peu cette méthode du réflexe musculaire? Le réflexe musculaire, qui est aussi utilisé en kinésiologie, mais à des points différents du corps. Moi, je vais utiliser vraiment, c'est le seul contact que je vais avoir avec des personnes, je tiens à le préciser. Donc moi, il faut tendre les poignets. Et à partir de là, je vais juste apposer mes mains sur les côtés des mains de la personne. À partir de là, je vais commencer à faire des petits mouvements tout en posant des questions. Et en fait, moi, ce que je vais ressentir, c'est dans le muscle. C'est pour ça qu'on appelle ça le test réflexe musculaire. C'est qu'en fait, à chaque fois que je vais poser une question, le muscle du bras et de la main va réagir. Et c'est ça que je vais sentir et que je vais voir et qui va me permettre ensuite derrière de pouvoir avoir les réponses que j'attends. J'imagine que tu as rencontré des cas incroyables depuis que tu fais ça. Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a marqué plus que les autres? Il y a une histoire qui m'a pas mal plu. Et c'est là vraiment que je me suis rendu compte qu'effectivement il y a des choses transgénérationnelles aussi. C'était vraiment la première séance que je faisais comme ça, avec autant de réponses en fait, et autant de connaissances et de surprises en fait, entre guillemets, parce que même moi j'étais surpris des réponses. Mais en fait c'est vraiment la corrélation des faits, c'est-à-dire que cette personne-là, elle est venue au cabinet, elle n'avait pas forcément un objectif, elle est venue comme ça parce qu'on lui avait parlé de cette méthode-là, qu'elle était intéressée. Donc tout le long de la séance, on commence à discuter, je lui fais la séance.
Donc déjà, elle était très surprise vis-à-vis des âges, hein, parce que quand on y va, forcément, c'est très précis, donc voilà. Et en fait, plus on commence à parler, et plus elle commence à me faire part de ses peurs et de ses inquiétudes vis-à-vis d'un sujet très particulier qui est la mort. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne peut pas du tout parler de la mort, elle a un blocage total sur ça, et elle en pleure dès qu'elle vient en parler. Donc bon, malgré tout, on essaie d'en parler, etc. Parce que du coup, dans sa séance, je tombe sur un âge où effectivement, elle a perdu quelqu'un de proche. Donc là, c'était très compliqué d'en discuter avec moi, le rapport à la mort, tout ça. Et en fait, au fil du temps, je dis, bah, écoute, il n'y a pas de problème, si tu veux pas m'en parler, on n'en parle pas. On verra si, justement, au niveau transgénérationnel, on trouve des choses. Durant la séance, je suis tombé sur la grand-mère qui lui a légué une émotion qui est inquiétude, peur. Avec la méthode, etc., déjà, je commence un peu à me questionner sur ça. Donc effectivement, cette mamie possède des inquiétudes, peur. Elle en a beaucoup aussi dans son vécu, elle a une peur bleue de la mort, donc il y a vraiment tout ce contexte-là qui me dit il y a peut-être quelque chose aussi à voir et à discuter vis-à-vis de ça. Donc je lui explique son histoire transgénérationnelle vis-à-vis des émotions que j'ai pu trouver. Je commence à lui expliquer, à lui poser des questions aussi sur cette grand-mère. Donc je lui demande est-ce qu'il y a vraiment il y a des phobies, il y a des choses qui ont été vécues par cette mamie-là, etc. Et en fait, ça lui fait pas forcément tilt, elle me dit non, pas forcément. Après, c'est une personne qui a vécu la guerre, donc forcément, il y a aussi ce rapport-là. Et en fait, plus je commence à approfondir vis-à-vis aussi de sa relation avec du coup son papa, le papa de la consultante. Donc le papa de la consultante et sa maman, pour voir un peu la relation qu'ils avaient tous les deux. Donc est-ce que ça se passait bien? Est-ce que ta grand-mère, c'était une personne qui était plutôt inquiète vis-à-vis de ton papa? Donc tout ce truc-là pour essayer de contextualiser un peu la chose. Et en fait, plus on va commencer à parler, et plus je me rends compte que cette grand-mère-là a vécu énormément de pertes. Énormément de... Voilà, il y a des proches à elle qui sont décédés, etc., etc. Et du coup, elle m'a expliqué que avec le recul, elle se rend compte qu'elle n'a jamais parlé de la mort avec cette mamie. Et du coup, je commence à comprendre que effectivement, donc les choses qui se transmettent aussi transgénérationnellement, c'est réel parce que là, c'était concret, c'est-à-dire que cette grand-mère-là qui possédait des inquiétudes, peurs, a vraiment légué cette phobie de la mort et cette phobie de tout ce contexte-là à ma consultante. Et en fait, cette personne-là, quand elle est rentrée chez elle, je lui ai expliqué, je lui ai dit, bah, écoute, si tu sais pas trop, essaye de voir avec ta grand-mère, essaye de la questionner pour essayer de comprendre un peu plus ton histoire, comprendre aussi toi, comment tu peux agir, etc. Et de elle-même, elle a réussi déjà à en parler. Donc déjà, premier step, on y va doucement. Et effectivement, après, j'ai eu un message de sa part qui me disait que oui, donc sa grand-mère, c'était bien elle qui avait cette phobie-là, et elle a jamais parlé de la mort à sa fille à elle. Et du coup, c'est comme quoi ça saute des générations. C'est-à-dire que la maman de la consultante qui est venue me voir n'a pas la phobie de la mort. C'est-à-dire que cette personne-là peut parler ouvertement de ça. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça a sauté une génération. J'ai pu la questionner aussi. Je lui ai dit, bah voilà, alors maintenant, comment tu te sens vis-à-vis de ça? Est-ce que tu sens toujours qu'il y a un blocage? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose? Et elle me dit, bah écoute, pour être tout à fait transparent avec toi, j'ai toujours cette peur. Donc la peur, elle est quand même ancrée. Il y a quelque chose à travailler vis-à-vis de ça. C'est pas cette phobie-là que j'ai enlevée durant cette séance-là. Par contre, elle me dit quelque chose d'exceptionnel, c'est que j'ai pu en parler avec mes enfants. Donc ça, c'est cool. Parce que ces enfants qui, de temps en temps, mettaient le sujet sur la table, elle esquivait, elle voulait pas du tout, donc c'était pas possible. Et là, elle m'a dit au téléphone, bah écoute, là, il s'est passé un truc, je me suis même pas questionné en fait. Ça s'est passé comme ça, il m'a posé des questions, j'ai répondu. Elle me dit j'ai plus cette peur, sur le moment quoi, elle s'est pas questionnée et elle a pu répondre sans pleurer, sans avoir d'angoisse sur le truc. Donc vraiment on voit qu'il y a quand même une évolution un peu positive dans la chose. Certes il y a toujours quelque chose à travailler parce qu'elle m'a dit elle-même qu'elle avait encore cette peur, qu'elle avait encore ce blocage. Donc effectivement là il faudra voir s'il n'y a pas une autre séance quelque part à travailler pour ça. Mais étape par étape, on peut voir que la personne, déjà, elle commence un peu plus à être ouverte et à se libérer de cette émotion-là. Est-ce qu'il y a une médecine alternative qui t'intrigue plus que les autres? Par rapport à ce que moi je propose, par rapport au côté émotionnel, ce qui peut être un plus pour moi, c'est peut-être m'intéresser aussi à la kinésiologie. La kinésiologie qui travaille les émotions, avec aussi un test réflexe musculaire qui est différent d'humain. Mais en tout cas, on vient interroger les émotions d'une personne, ce qu'elle a vécu. Voilà, c'est un peu, c'est pas du tout la même chose que ma méthode à moi. Mais en tout cas, ça peut être un petit peu similaire. C'est pour ça que quand j'en parle, beaucoup de personnes me disent ah c'est de la kinésiologie. Non, mais ça peut faire un peu écho de par le test réflexe musculaire. Donc si je devais m'intéresser à une autre pratique, ce serait peut-être plus celle-ci pour être dans la continuité de ma pratique. Donc il y a une de tes consultantes qui s'est proposée de témoigner après des séances qu'elle a fait avec toi. Donc du coup on va l'écouter maintenant. Donc je m'appelle Mandy, j'ai 23 ans
Et si je suis venue prendre rendez-vous avec Stéphane, c'est parce que ça me tenait à cœur de travailler sur la gestion des émotions, les traumas enfouis. Je ne m'attendais pas du tout à ce qui m'est arrivé, clairement. Je découvrais complètement le milieu et l'univers. Donc j'ai été vraiment agréablement surprise de tout ce qui s'est passé ensuite. On a pu faire 3 séances ensemble. Donc à chaque fois, elles se passaient de 1 mois chacune. La première séance, c'était un petit peu plus de la découverte, donc franchement, j'avais pas vraiment d'attente à la fin de ces séances, mais c'était surtout de la découverte et de la connaissance de soi. Et il m'a dit, voilà, on va se passer vraiment les séances, et je me suis dit, bon... j'ai finalement compris au bout de 2 semaines pourquoi est-ce que en fait on espace autant les séances et finalement il se passe quelque chose à l'intérieur. Je saurais pas bien expliquer ce qui se passe, mais c'est comme si c'était plein de prise de conscience. On va vraiment mettre de la conscience sur tout ce qu'on vit. Et on met des mots dessus, donc des fois c'est très très dur à entendre, mais heureusement qu'il met quand même beaucoup de forme quand il explique. Donc effectivement on met quand même le doigt sur beaucoup de choses négatives de notre passé, donc ça remue pas mal de choses, mais au moins ça nous permet d'être beaucoup plus lucide sur ce qu'on a vécu et d'apporter beaucoup plus de compréhension. Et je suis sortie, je me sentais très bien. La première semaine s'est très bien passée. Et à partir de la 2e semaine, et ça a été le cas pour chacune de mes séances, tout part en cacahuète, on va dire. C'est-à-dire que je me sens très fatiguée, puis d'un coup tout va bien, j'ai des hauts et des bas émotionnels que je comprends pas vraiment, et puis je me mets à avoir une lucidité sur ce que je vis, je fais des sortes de flashbacks sur mon passé, alors que ça n'était jamais arrivé auparavant, mais c'était à chaque fois au bout de 2 semaines précisément. Et toutes les émotions un petit peu négatives que je pouvais vivre commencent à s'adoucir, et ensuite on enchaîne la 2e séance. Donc on va encore un petit peu plus en profondeur, on touche encore de nouveaux points, on apprend de nouvelles choses sur nous, on apporte beaucoup de compréhension sur pourquoi on a agi comme ça par le passé et pourquoi est-ce qu'on est comme ça aujourd'hui. La première semaine, j'ai rien du tout, comme si on avait entre guillemets rien fait. Et c'est pour ça qu'au début, je me dis bon, c'est pas que je suis sceptique, mais je suis ouverte d'esprit, c'est une bonne expérience, c'est sympa, mais sans plus. Et la 2e semaine, bim, rebelote. Donc là, on repart dans tous les sens, émotionnellement, des hauts, des bas, des gros moments de fatigue. Et en fait, j'ai évidemment compris que c'était en lien avec tout ce qu'on avait travaillé juste avant. Et la 3e séance qu'on a faite était une séance plus particulière parce que c'était sur un domaine, un point complexe de ma vie. Là, pareil, ça a été une séance bien différente parce qu'il y avait un exercice de visualisation, etc. Et je crois que ça a été le point final qui m'a permis de complètement lâcher ce à quoi justement j'étais agrippée depuis tout ce temps, inconsciemment. D'abord, on a mis de la conscience dessus, mais j'ai été toujours accrochée sur les premières séances. Et à la fin des séances, j'ai enfin pu lâcher. T'as l'impression que t'es libérée En fait, ça fait quoi? T'as l'impression de quoi D'être en pleine possession de mes moyens et je me sens plus en proie à toutes mes émotions. Je comprends ce qui m'arrive et si ça survient, parce qu'on a toujours des remontées parfois de problématiques, cette fois-ci j'ai de la conscience dessus. Et j'arrive à le travailler alors qu'avant en fait je me laissais envahir par toutes ces émotions et j'agissais en conséquence. Mais ça me portait défaut et ça portait défaut aussi aux personnes autour de moi. Est-ce que tu crois que on peut peut-être évoquer des problèmes que tu as rencontrés et des solutions que Stéphane t'a permis de trouver avec cette... L'une de mes plus grandes problématiques, j'en souris encore aujourd'hui, mais effectivement c'est mon côté à vouloir toujours me précipiter, on va dire cette addiction au contrôle, à toujours vouloir maîtriser mon environnement et tout ce que je fais, tout ce que je dis, et le gros problème de jugement que j'ai par rapport aux autres, à moi-même aussi. Et je faisais toutes ces choses-là dans ma vie de manière assez inconsciente. Évidemment, les séances m'ont permis de travailler là-dessus. C'est pas simplement une prise de conscience qui me fait travailler ça. C'est effectivement ce qu'il fait permet de lâcher une grande partie de toutes ces choses-là. Et nous, on continue le travail derrière, personnellement, en conscience.